Préparer l'arrivée d'un bébé, c'est une aventure, beaucoup d'excitation, mais faut être honnête. Ça peut vite devenir un casse-tête quand on pense à la chambre. Ah oui, le fameux aménagement de la chambre. On veut faire un petit nid parfait et on se retrouve submergé. D'ailleurs, c'est pas juste une impression, hein. Une étude OpinionWay 2023 disait que 68% des parents se sentent dépassés par tous les choix. Oui, 68%, c'est énorme. Mais ça m'étonne pas vraiment. On a la pression de la famille, les photos parfaites sur Instagram, et puis on veut tellement bien faire. C'est ça, le stress monte vite. Et c'est justement là, je crois, que l'approche qu'on va explorer aujourd'hui est intéressante. La règle des 3 zones. Oui, et ce qu'on voit dans les documents qu'on a consultés, c'est que ça va plus loin qu'une simple astuce déco, en fait. Exactement. C'est une sorte de philosophie. L'idée, c'est de créer un espace qui ait du sens pour le bébé, qui soit rassurant et aussi fonctionnel pour les parents au quotidien. Tout à fait. Une des sources utilise une image que je trouve assez parlante, dessiner la carte du premier monde de l'enfant. J'aime bien cette idée de carte, ça donne l'impression qu'on structure vraiment son univers. C'est exactement ça. En organisant l'espace comme ça, de façon consciente, on lui donne des repères dans l'espace et même dans le temps finalement. C'est un peu comme une grammaire. Ici, on dort. Là, c'est pour jouer. Et là, on s'occupe de toi. D'accord. Et cette prévisibilité, c'est rassurant pour un tout petit, j'imagine. Ah bah oui, c'est fondamental. Pour un bébé qui découvre tout, ce cadre clair, c'est une source énorme de sécurité. Ça l'aide à anticiper, à comprendre les routines. C'est structurant. Alors concrètement, comment elle s'organise cette carte? Les sources sont toutes d'accord là-dessus. Il y a trois pôles principaux. Oui, 3 zones bien définies, une pour le sommeil, une pour le change et les soins, et une troisième pour l'éveil et le jeu. Sommeil, change, jeu. Simple et clair. Voilà, 3 fonctions clés, 3 espaces dédiés. Et donc, notre but aujourd'hui, c'est d'explorer un peu plus en détail cette règle. On va regarder avec les infos qu'on a, comment cette division aide à créer un environnement qui soit cohérent, sûr et adapté aux besoins du bébé, et qui facilite aussi la vie des parents, faut pas l'oublier. Tout à fait. Alors, on commence par la première zone, le repos. Allons-y. Zone 1. Le sanctuaire du sommeil. C'est comme ça que les sources l'appellent souvent. Elles insistent vraiment sur son rôle central. Oui, c'est pas juste l'endroit où on met le lit, c'est le cœur de la chambre, un lieu dédié au calme, au repos. Et ça, c'est vital pour le développement du bébé, neurologique, physique. Et l'impact psychologique est important aussi, si je comprends bien. Ah oui, tout à fait. Si on associe toujours le même endroit, un endroit calme au sommeil, eh bien le bébé intègre cette routine. L'espace lui-même devient un signal. OK, ici on ralentit, on va dormir. Un conditionnement positif en quelque sorte. C'est ça. Cette constance, cette prévisibilité de l'environnement, c'est très très rassurant. L'enfant apprend qu'il y a un lieu sûr où il peut se laisser aller. Du coup, comment on aménage ce sanctuaire? Les sources donnent des conseils assez précis, pour le lit par exemple. Oui, le placement est stratégique. Il faut le mettre dans le coin le plus calme possible de la pièce, plutôt loin de la porte pour éviter les passages, le bruit. D'accord. L'idéal, c'est contre un mur plein. Ça renforce ce sentiment de cocon, de protection, un peu comme une tanière, disait une source. Et on évite la fenêtre juste à côté à cause des courants d'air ou de la lumière trop directe. Cette idée de tanière, ça parle bien, je trouve. Ça évoque ce besoin de sécurité. Oui, et pour que ce soit vraiment calme, l'environnement visuel juste autour du lit doit être minimaliste. Ça, c'est un point important. Ah, le fameux mobile surchargé ou les 10 peluches accrochées au barreau. Exactement. Il faut résister à cette tentation. Une source disait même, de façon assez drôle, pas une discothèque au-dessus du lit. C'est clair. L'objectif, c'est d'apaiser, pas de surstimuler juste au moment où l'enfant doit se calmer. Il faut créer une association positive, sereine avec cet endroit. Et ça passe aussi par la lumière, j'imagine. Bien sûr, on recommande une lumière principale, si possible avec un variateur, pour adapter l'intensité, mais surtout une petite veilleuse. Ah oui, la veilleuse. Essentielle. Une lumière douce, plutôt chaude, ça permet aux parents d'intervenir la nuit pour retrouver une tétine, faire un petit câlin, sans allumer la grosse lumière. Ça évite de réveiller complètement tout le monde. C'est un détail, mais ça change tout pour le sommeil de la famille. Complètement. Et pour que ce coin sommeil dure dans le temps, une des sources parle des lits évolutifs. C'est une bonne idée, ça? Qui grandissent avec l'enfant. Voilà. Il passe du lit à barreaux au petit lit d'enfant. C'est un investissement plus durable et ça évite de tout changer trop vite. D'accord. Donc un vrai cocon pour le dodo. Mais la vie de bébé, c'est pas que dormir. Il y a aussi tous les moments de soins, de change. Comment la deuxième zone nous aide avec ça? Alors, la zone 2.
parfois appelé l'atelier du change ou, ce que je préfère, la station de soins et de connexion. Connexion, j'aime bien. Ça change la perspective. Oui, l'idée forte, c'est de sortir de la vision du change comme une corvée. C'est un moment privilégié pour l'interaction. Les regards, les sourires, les gazouillis. Le contact. Exactement. Donc, si on organise bien cet espace, on fluidifie le geste technique. Et ça libère l'attention du parent pour se connecter à son bébé. Donc, l'aspect pratique influence directement le côté relationnel. Tout à fait. Un coin change bien pensé, ça diminue le stress du parent. Fini de chercher la couche ou la crène en urgence avec une seule main libre. Oui, la fameuse règle. Toujours une main sur le bébé. C'est la règle d'or, oui. Et cette fluidité, cette efficacité, ça communique quelque chose au bébé aussi. On anticipe tes besoins, ton confort est important. On passe d'une nécessité pratique à un vrai moment de tendresse. Ça renforce son sentiment de sécurité. Concrètement, comment on crée cette fluidité? L'ergonomie, c'est la clé, d'après les sources. C'est le b.a.-ba. La table allongée ou une commode avec un plan amovible, c'est une option plus durable aussi, doit être à la bonne hauteur. Pour le dos des parents, c'est essentiel. On le fait des dizaines de fois par jour au début. C'est un marathon, oui. Exactement. Et ensuite, il y a ce concept de triangle d'efficacité ou de poste de pilotage. L'idée, c'est simple. Tout doit être à portée de main. D'une seule main. Couche, produit, body de rechange. C'est ça. Des paniers, des tiroirs bien organisés, juste là. C'est indispensable pour respecter la règle de sécurité. Une main toujours sur le bébé. Et pour le côté connexion, il y a des astuces d'aménagement? Oui, les sources suggèrent, si c'est possible, de placer le meuble pour que le parent soit face au bébé, ou au moins qu'elle puisse facilement croiser son regard. Plutôt que d'être de profil ou de dos. Voilà. Et pour capter son attention, surtout quand il commence à gigoter, on peut fixer un petit truc au mur, simple et sûr, hein. Un sticker sympa, un petit miroir incassable pour bébé, juste dans son champ de vision. Malin pour détourner l'attention. Et le matelas allongé lui-même, on en parle? Oui, un point important. Confortable, évidemment, mais surtout facile à nettoyer. Imperméable et lavable. C'est juste pratique. Indispensable pour l'hygiène. Logique. Bon, avec cette zone de soins bien pensée, on couvre un autre grand besoin. Reste le troisième territoire du bébé, l'exploration. On arrive à la zone 3, l'espace d'éveil et de jeu, le laboratoire de la découverte, comme disent joliment les sources. J'aime bien laboratoire. Ça donne envie d'expérimenter. C'est ça, c'est son premier terrain d'aventure, là où il va explorer, découvrir son corps, développer sa motricité, sa curiosité. Donc un espace qui doit être avant tout sécurisé, j'imagine. Sécurisé, oui, mais aussi stimulant, sans être surchargé, et surtout évolutif, parce que ça va très très vite à cet âge-là. Et psychologiquement, délimiter cette zone, ça a un intérêt. Oui, ça envoie un message clair à l'enfant. Ici, c'est à toi. Tu peux toucher, bouger, explorer librement. Ça favorise son autonomie naissante. Et un autre point intéressant des sources, c'est de ne pas l'inonder de jouets. Ah, la fameuse rotation des jouets. Exactement. Proposer un nombre limité de choses, mais accessible. Ça rejoint un peu l'approche Montessori, qui est d'ailleurs mentionnée. Plutôt que le gros coffre fourre-tout. Oui, plutôt des étagères basses, des paniers ouverts. L'enfant voit, il choisit, ça l'aide à se concentrer, à ne pas être noyé sous trop de stimuli. Et comment on aménage ça concrètement? Le sol semble être la clé. Oui, le sol, c'est la base de cette zone. Un grand tapis, c'est l'élément central. Confortable, évidemment, facile à laver, parce que les petits accidents, Ça arrive. voilà. Et surtout, vérifier qu'il est sans substance nocive. Les labels type Oecotex, c'est une bonne garantie pour la peau sensible des bébés. Et ce tapis, il sert à quoi d'autre? Il délimite l'espace de jeu, il amortit un peu les chutes quand ils apprennent à marcher, et il isole du froid. C'est vraiment la base. Et pour le rangement accessible dont on parlait? Ben, l'idéal, c'est ça, hein, du rangement bas, ouvert, des petites étagères bien fixées au mur, assez basses, des bacs, des paniers par terre. L'enfant voit, choisit, et plus tard, il peut même aider à ranger. C'est un premier pas vers l'ordre et l'autonomie. Même si une source dit que les coffres à jouets, bien faits, ça peut marcher aussi. Oui, s'ils sont bien pensés, peut-être avec des compartiments. L'essentiel, c'est l'accessibilité, et ne pas tout mettre en même temps. Mais qui dit exploration dit aussi attention danger. La sécurité, c'est crucial ici. Ah, ça, c'est le point non négociable. Les sources insistent beaucoup là-dessus. Protéger les prises, les coins du meuble. Les caches-prises, les protections d'angle. Oui, et surtout, fixer les meubles hauts au mur. Les bibliothèques, les commodes, tout ce qui pourrait basculer si l'enfant s'agrippe ou essaye de grimper. C'est vital.
Ça évite des accidents terribles. C'est un rappel super important, et pas que pour la zone de jeu d'ailleurs. Non, c'est général. Et une source mentionne aussi le parc en bois. Oui, le parc. Bonne ou mauvaise idée? Ça peut être une solution pour créer un espace de jeu contenu et sûr, surtout quand on a besoin d'avoir les mains libres un instant, tout en gardant un œil. Ça donne une limite physique claire. D'accord. Donc on a nos trois zones, sommeil, change, jeu. Ça structure bien la chambre. Mais les documents parlent aussi d'autres aspects plus généraux, non? Oui, tout à fait. Il y a des points importants qui traversent tout l'aménagement. Le premier, c'est le choix des matériaux. Pas seulement pour le tapis. Non pour tout, les meubles, les textiles, privilégier des matériaux sains. Pour le bois, chercher les labels FSC ou PEFC qui garantissent une gestion durable des forêts. Pour les tissus, draps, gigoteuses, rideaux, le Cotex ou le coton bio, c'est mieux pour éviter les allergies ou les irritations. Une source va même jusqu'à parler de la qualité de l'air intérieur avec les émissions de formaldéhyde des meubles. Oui, choisir des meubles classés E1, c'est la norme la plus stricte en Europe pour limiter ce polluant qu'on trouve souvent dans les cols, les panneaux de particules. C'est technique, mais c'est important pour un environnement sain, surtout pour un bébé. Logique. Et un autre point majeur qui revient, c'est l'idée d'évolutivité, de durabilité. Ah oui, ça c'est clé. Parce qu'un bébé, ça change tellement vite, hein. Une source donne des chiffres. 55% des parents modifient la chambre dans les 2 ans. Et 2 sur 3 la repensent complètement quand l'enfant commence à marcher seul. Ça plaide vraiment pour les meubles qui se transforment alors. Exactement. Le lit qui devient lit junior, la commode où on enlève le plan allongé, c'est peut-être un peu plus cher à l'achat, mais sur la durée, c'est plus économique et plus écologique. Une approche plus raisonnée finalement. C'est ça, la chambre grandit avec l'enfant. Les sources mentionnent aussi qu'on peut soit prendre un ensemble complet, soit choisir des éléments séparés pour composer soi-même. Et l'approche Montessori est citée comme une piste cohérente pour la zone d'éveil. Et un dernier point qui concerne plus le choix des marques, la confiance. Oui, sans citer de nom, une source explique que certaines entreprises spécialisées se distinguent par leur expertise. Elles travaillent parfois avec des pros du développement de l'enfant, font tester leurs produits. La sécurité au cœur de leurs préoccupations. Voilà, tests de stabilité, de résistance, pas de petites pièces qui se détachent. Elles contrôlent aussi les substances nocives. Et certaines font attention à produire en Europe ou localement pour des circuits plus courts. Ce sont des critères qui peuvent aider à choisir, au-delà du look ou du prix. Donc si on essaye de résumer l'esprit de cette règle des trois zones, elle donne vraiment une structure, un sens à la chambre de bébé. C'est ça. La zone sommeil, c'est le sanctuaire du calme et de la sécurité. La zone change, c'est la station de connexion. Efficace pour le soin, riche pour le lien. Et la zone jeu, c'est le laboratoire d'autonomie pour explorer en toute sécurité. Finalement, aménager cette chambre, c'est plus que de la déco. C'est un vrai acte parental réfléchi. Oui, on pose les bases d'un environnement qui est cohérent, qui est bienveillant. Une source parle de créer un cocon de bonheur fonctionnel. On construit un cadre qui soutient le développement du bébé et qui en même temps facilite la vie de la famille. Et le fil rouge de tout ça, c'est le choix de meubles qui soient durables, évolutifs, sûrs, fonctionnels et faits avec des matériaux sains. Ça semble être la conclusion logique. Tout à fait. C'est un investissement pour le bien-être de l'enfant et aussi pour une consommation un peu plus responsable. Et pour finir, une petite question qui m'est venue en lisant tout ça, une réflexion qui prolonge un peu ce qu'on a dit sur l'impact psychologique de l'espace. Je t'écoute. Puisque cet environnement, c'est le décor de ces toutes premières expériences sensorielles, spatiales, ces premières routines, est-ce que cet aménagement très structuré, très intentionnel avec les trois zones, ça pourrait influencer, même subtilement, sa façon de voir le monde plus tard, sa perception de l'ordre, son sentiment de sécurité intérieure, peut-être même son autonomie? C'est une question vertigineuse mais passionnante. L'impact de nos premiers environnements sur notre construction psychique, c'est complexe bien sûr. Mais l'idée qu'une chambre pensée avec amour, mais aussi avec intelligence spatiale, avec intention, puisse semer des petites graines pour son futur rapport à lui-même, au monde. Ça donne une autre dimension à l'aménagement. Oui, ça donne encore plus de sens à la création de ce tout premier royaume, comme on disait au début. C'est une belle pensée pour conclure, je trouve.